Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Mutinerie. Petite vidéo et première mise au point de cette chaîne. Découvrons dans celle-ci l'importance de la seconde saison de One Piece, et dans un sens bien plus que la première. Avant de commencer, merci pour le bon accueil de la première vidéo de la chaîne, qui m'avait pris pas mal de temps, souffrance. Ce genre de vidéo, bien dossier, bien mythe et légende, reviendra fin automne ou en hiver, chers amis fans d'histoire. Voyons plus léger. Après Dragon Ball, parlons de One Piece, toujours, et l'avenir de cet univers. Cette seconde saison se construit petit à petit en ce moment même. Son tournage a commencé lors de l'écriture de cette vidéo, et c'est terminé. Les fans de l'œuvre qui ont suivi les infos autour de la création de cette première saison savent que ce qu'a fait Netflix était un pari risqué, mais un pari gagnant. Se dire que l'un des mangas les plus vendus du monde a une adaptation live action est plutôt logique. Pourtant, l'adaptation d'un manga si goofy, si gaguesque et si gargantuesque même n'est pas une chose qu'on se laisse espérer. Le succès de cette première saison a touché les fans, mais aussi les néophytes, le véritable public cible. Donc voyons le cheminement de cette première saison pour ensuite parler de la seconde, sans spoiler majeur bien sûr. Entre ces deux parties, vous aurez mon avis sur cette première saison. Il y aura du spoil dans celle-ci, donc je vous donne un timecode pour ceux qui n'ont toujours pas vu la première. Alors donnons du contexte à la seconde saison de la série live action One Piece. Oui, l'aventure commence plus tôt que certains aient pu penser. C'est l'année qui fête le 20e anniversaire du manga. Pour le commencement de cette seconde décennie de vie, le rédacteur en chef de cette époque du Weekly Shonen Jump, Hiroyuki Nakano, annonce l'adaptation live-action de One Piece. Cette annonce du 21 juillet 2017 s'accompagne de l'aval de son mangaka, Eiichiro Oda, qui sera placé en tant que consultant scénaristique et producteur exécutif de la série. Le studio américain Tomorrow Studio sera chargé de reproduire la série, récemment créée à cette époque par Marty Adelstein et Becky Clements. Pour situer cette période, 2 jours après l'annonce, dans l'anime nous avons ça. Épisode 797, un super officier. Cracker, un des 3 Sweet Commanders apparaît. C'est plutôt amusant de voir cet épisode car ce que tient Nami, à ce moment-là, incarne la philosophie de l'univers de One Piece. C'est un univers qui prouve sa richesse par sa diversité de personnages. Incorporant un élément secondaire ou même anecdotique, des éléments placés un peu partout dans l'histoire peuvent devenir au beau moment des mystères plus qu'alléchants. L'année 2020 commence et Monsieur Oda nous annonce sur Twitter que le diffuseur sera Netflix et que la première saison sera composée de 10 épisodes. Ajoutez à ça le même mois, elle gagne le showrunner Steven Maeda, qui était notamment connu pour avoir travaillé sur la série X-Files, Les Experts et Lost. Et c'est à ce moment-là que la majorité des fans se sont rappelé l'existence de cette adaptation, et où j'ai intégré le train des annonces de la future série live-action One Piece. Quelle bombe que Oda nous lance! Les spéculations se font bon train et les craintes nous bombardent. Les fans réfléchissent, première saison, première saga, donc Is Blue. Petit problème, 100 chapitres pour le manga et 54 épisodes pour l'anime. Alors 10 épisodes pour cette série live action, ça n'augure rien de bon pour les fans. Quelques mois plus tard, lors d'une interview pour Sci-Fi Wire, Marty Adelstein nous apprend que le tournage de la série aurait dû commencer en août 2020, au Cap en Afrique. Cependant, la pandémie de Covid-19 a mis en pause toute production, et le tournage est reporté en septembre. Heureusement, l'écriture des 10 épisodes de la première saison est terminée, et le tournage commencera en juin 2020. Septembre 2020, il n'a toujours pas commencé selon le scénariste en chef et producteur exécutif de la série Matt Owens. Nom de code Projet Roger. Covid-19, bye bye. L'année 2021 sera celle qui devra rassurer les fans. En mars, on apprend que la production commence. En septembre, le logo de la série est dévoilé. Cependant, ce dernier ne nous dévoile pas grand chose de nouveau. Ajoutez à ceci, le 21 septembre 2021, Mark Jobs est annoncé pour réaliser le pilote de la série. Qui dit pilote dit personnage. Et le 9 novembre, Netflix nous révèle les 5 acteurs qui interpréteront les personnages principaux de la série. C'est Sanji, Usopp, Nami, Zoro et pour finir le personnage principal Monkey D. Luffy qui nous sont révélés. Dans ce bouquet d'acteurs, seuls les acteurs Emily Roode et Makenyu sont connus internationalement. La première a joué la même année dans les films Netflix Fear Street et pour le second avoir une longue filmographie de production japonaise tout en ayant joué dans le film Pacific Rim Uprising.
La bombe lancée, les avis généraux et les premiers visages fusent. Luffy, Nami, Usopp seront des bons choix, mais pour Zoro et Sanji, les avis sont plus mitigés. Le premier ferait un peu trop idol de K-pop, et le second un peu trop gros muscle pas très Frenchy. En les voyant, j'étais pourquoi pas pour tout le casting, mais les avis sur Sanji et Zoro trottaient dans ma tête. J'ai parlé du manque de Frenchy attitude pour Sanji, car Eiichiro Oda nous a donné les origines coréennes aux protagonistes dans l'autre monde. Bien qu'aucun acteur hormis Mackenyu ne suit les origines de leurs personnages, on remarque l'effort accentué sur l'aspect physique des acteurs et leur énergie pour interpréter leurs personnages. Cependant, pour notre grand malheur, la peur des fans est revivifiée quelques mois après le 19 novembre, avec la série Netflix Cowboy Bebop. C'est une adaptation live-action Netflix par Tomorrow Studio. Les avis sont entre catastrophiques ou bien moyens. On retrouve le trauma du film Netflix Death Note de 2017, qui n'a pas du tout plu aux fans. Cette fois, c'est encore pire. La série Cowboy Bebop avait 10 épisodes, comme le futur live One Piece. Et le premier a été produit par celui qui fera le second. Aïe aïe aïe. On ne prononcera pas ton nom. Rentre chez toi. Néanmoins, par rapport à Cowboy Bebop, Eiichiro Oda, son mangaka, chapeaute l'adaptation de Netflix. L'année 2022 sonne la rafale d'annonces de casting pour la série, un total de 17 nouveaux acteurs. Rassurer la fanbase était vraiment la priorité de la communication. Il y a des personnages qui font suer et d'autres qui font l'unanimité. Pour ma part, c'est un grand oui pour les acteurs choisis pour Alvida et Garp. Ils sont nés pour jouer ces rôles. Point de détail, aucun gros acteur n'est choisi pour leur rôle. Spéculons un peu, ça permet de nous immerger plus simplement dans l'œuvre et trouver des acteurs ressemblant un minimum à leur personnage, et économiquement la production ralasse moins, on va pas se mentir. De plus, selon Emily Rood, le tournage aurait commencé en février 2022. Et le 25 août 2022, Taz Skyler annonce qu'il s'est terminé. Nous savons qu'il s'est produit en Afrique du Sud et à Cape Town, où ils ont pu utiliser une partie des vestiges d'une ancienne série de pirates achevée en 2017 du nom de Black Sails. Et quand on parle de chapeau de paille, dans les coulisses, les acteurs Mackenyu s'entraînent au sabre et Emily Rood retrouve des anciens mouvements de karaté entre autres choses. Pour le grand public, nous avons pu voir des scènes d'entraînement aux arts martiaux de Taz Skyler pour incarner le cuistot amoureux de ces dames. Dans la fourchette de 8 mois de tournage de la série, nous avons pu avoir des images de décors et de costumes. Un passage lors du Geeked Week de 2022 nous montre le bateau de Alvida, mais surtout le navire-restaurant Le Baratier. Des images qui nous font lécher nos babines avant de goûter à ce live action. 2023, c'est l'année qu'a annoncé la production pour la sortie de la série. Dès mai 2023, dans une lettre, l'auteur Eiichiro Oda nous annonce que la série, bien que toujours prévue en 2023, ne sortira pas tant qu'il ne sera pas satisfait. Ajouté à ceci, il termine en disant qu'ils finissent les 8 épisodes de la série. On ressent ce message comme étant à double teinte. Monsieur Oda qui semble véritablement investi dans cette adaptation, mais qui nous apprend en même temps la perte de 2 épisodes, 8 au lieu de 10 annoncés précédemment. Une annonce qui ne fait pas plaisir. Nous sommes quelques mois avant la sortie de la série et de nouvelles choses peuvent faire vaciller notre hype. Le bateau des chapeaux de paille dévoile sa proue provenant des enfers. De plus, une nouvelle adaptation qui fut un échec est sortie, le film Les Chevaliers du Zodiaque. Et cette fois malheureusement, notre Zoro national était la tête d'affiche du film. Cependant, ça nous a permis de voir le jeu actuel de Mackenyu et surtout son jeu sur un personnage provenant d'un animé. En parlant du jeu, nous pouvions voir Iñaki Godoy dans les séries Qui a tué Sarah ou The Imperfect, et Emily Rood dans la famille Hunters et le film Moonshot, pour les acteurs ayant tourné dans des œuvres connues par chez nous. Le jour tant attendu pour la com est arrivé. Le 18 juin 2023 est le jour où Netflix dévoile le premier teaser trailer de la série live action One Piece. Ce teaser nous donne aussi la date de sortie du 31 août 2023. One Piece est en live action. Un premier aperçu de la série est partagé. Le monde avait peur, oui, mais c'est rassurant. Ce teaser n'a pas été accueilli comme une catastrophe par la majorité, mais comme une série prometteuse. On réussit à s'immerger, bien que la série paraisse artificielle avec des effets spéciaux qui plaisent pour certains et d'autres bien moins. Moins de 2 mois avant sa sortie, le 22 juillet, Netflix nous dévoile la première bande-annonce de la série. 3 minutes de contenu. C'est le premier aperçu donnant une idée de quoi raconte la série. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, les avis sont plus favorables que pour le teaser, car ce dernier montrait des images datant de plusieurs mois avant sa sortie. J'ai des frissons! Cette première véritable bande-annonce a dépassé la présentation des chapeaux de paille alias Mugiwara que faisait le teaser. C'est pas forcément le projet que j'attends le plus, encore une fois, ça peut être très sympa.
ça peut être très 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 sympa. Là, en vérité, ça me hype beaucoup plus que le premier, alors que le premier, c'était déjà assez intéressant. Là, celui-ci, oui. Celui-ci, c'est vraiment pas mal ce qu'on me propose. Nous voyons les personnages secondaires de cette première partie de l'œuvre comme le célèbre roi des pirates, Garth le héros de la marine et bien d'autres. Les premiers avis se forment, tantôt un baggy qui est plus que validé par les fans, et tantôt un Arlong décevant. Cette bande-annonce ne réussira pas à changer la vie des récalcitrants, mais tous ceux qui étaient curieux, ayant un avis vacillant, sont plus enclins à découvrir la série. Pour attendre la sortie de la série, une dernière chose nous est partagée le 14 septembre 2023 avec la rencontre de deux personnes. Et le premier est le jeune homme qui interprétera le célèbre protagoniste du manga One Piece, et le second est le créateur de ce dit manga. Oui, le maître valide devant les fans l'acteur qui incarnera le cœur de l'œuvre de sa vie. On ne peut que suivre. Le jour fatidique est arrivé, le 30 sort sur Netflix la fameuse série live-action One Piece avec ses 8 épisodes, qui nous sont partagés d'un coup. One Piece est ainsi installé en moins d'une semaine dans le top 10 de 93 pays dans le monde et trône en première position dans 84 d'entre eux. Une performance qui permet à la série de battre le record de 83 pays établi par les programmes plutôt populaires que sont Mercredi et Stranger Things. Les critiques sont positives. Le manga, qu'on ne pensait pas pouvoir être adapté, est un succès pour la majorité. Bien qu'elle n'est pas parfaite, le monde lui a laissé sa chance. Et c'est finalement 2 semaines après sa diffusion que la série est renouvelée pour une deuxième saison le 15 septembre. On va dénicher le One Piece. C'est le trésor de Gold Roger. Il l'a caché quelque part dans Grand Line. C'est une légende. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Après ce petit contexte bien sympathique, on arrive à ce que je pense de cette première saison. On arrive à une partie spoiler pour la première saison, et pour ceux qui n'ont pas vu la série ou s'en foutent de mon avis, allez à ce timecode, et vous aurez la conclusion sans spoil de cette saison. Commençons direct, je ne suis pas déçu par cette première saison. Elle n'est pas parfaite, et vous allez voir pourquoi, mais c'est une première saison engageante. Pour le contexte, j'ai regardé 2 fois la série, une première fois en VE quand la série est sortie et une nouvelle fois en VF pour la sortie de cette vidéo. Alors niveau point positif, le point le plus important de cette saison, la majorité du temps, est que l'univers de One Piece paraît crédible. On en a déjà parlé, mais ceux qui savent, savent. Un manga bien bagarre, bien neketsu, bien pouvoir ésotérique, c'est difficile à adapter. Ajoutez à ceci les côtés goofy, cartoonesques de One Piece, c'est impensable, mais ils ont réussi. On dirait qu'il esquive les attaques des nerfs uniquement par réflexe. Il est comme un brin d'herbe qui plie face au vent plutôt que de lui résister. Oh, je comprends, il a déconnecté son cerveau pour qu'Ener ne puisse rien anticiper. Selon moi, tous les acteurs réussissent à bien incarner les personnages qu'ils jouent. Enfin, tous ceux qu'on nous avait partagés à peu près. Big up au Mugiwara et mes chouchous de l'adaptation, Baggy, Mihawk et Hermep. Oui, Hermep, vous avez bien entendu. On peut souligner que presque chacun des acteurs jouant des antagonistes ont été plus que parfaits dans leur rôle selon moi. Surtout pour des passages qu'on ne sera pas amené à revoir pour la plupart. Première pique, bien que la série fasse moins fake et plastique que ce qu'on avait vu dans les bandes annonces, je trouve que la plupart des décors sont jolis mais ne font pas très naturels. C'est la lumière de la série qui carry, avec ce côté histoire, fable mystique pour chaque scène. Merci à la petite liste des directeurs de la photographie de la série. Bien que son budget similaire à House of Dragon n'est pas parfaitement utilisé, encore selon moi, réussit elle à rendre son univers bien plus crédible. Ensuite, un élément qui nous a tous surpris mais qui a fait kiffer la majorité, les primes qui apparaissent et qui sont détruites devant nous. En étant aigri, on dirait que c'est too much, mais je pense que c'est le côté goofy qu'il fallait. Pour les néophytes, ça permet de plus s'immerger, en rendant cet univers de pirates plus mystérieux et intrigant. Et merci à cette série de corriger un problème que l'anime a créé pour les animes en lit avec le motif réel de la perte de la jambe de Zeph. Terminons les points positifs majeurs avec l'un des changements principaux de la série. Je ne dirais pas que raccourcir autant l'histoire est une bonne chose, mais cela oblige les scénaristes à se concentrer sur ses protagonistes et leur donne plus de lumière. Le positif est surtout le développement entre les chapeaux de paille où on nous montre plus de moments intimes et réalistes entre eux. Le meilleur moment où on peut voir ça, c'est l'histoire de Sanji avec son apparition et le jeu à boire entre Nami et Zoro. Passons au négatif, on le savait mais je le dis, la série est un peu trop rapide. En n'ayant que 8 épisodes, la série a dû faire des cuts avec son format moins d'1 heure, qui est généralement le gros problème de cette série. Ce qui permet de le voir, c'est la mise en scène un peu artificielle que l'on peut retrouver. C'est surtout au début et pour le dernier épisode avec les transitions entre scènes. En plus de ça, des scènes de combat que je trouve pas assez généreuses contre les grands antagonistes de leur histoire. Ce choix fait que l'on est moins investi et on n'a pas le temps de s'immerger dedans que la série passe déjà à autre chose.
ce qui ne se fait pas ressentir pour les 2 premiers épisodes qui adaptent des moments anecdotiques du manga. Et les 2 épisodes de l'histoire de Sanji prennent le parti pris de cut l'antagoniste de base, ce que je trouve fonctionne. Ajoutez à ceci le problème budgétaire et ou d'ambition que montrent les décors trop resserrés à certains moments, surtout les épisodes 4 et 5, en huis clos intéressants mais trop présents et redondants avec un Kuro qui fait le chat et la souris un peu trop longtemps, en plus de son combat très expéditif. Est-ce que c'est le Covid? Peut-être oui, comme avec la première saison de House of the Dragon paralysée par le Covid qui a fait que beaucoup de choses ont été faites en studio, ce qui a été balayé avec sa saison 2 avec plus de scènes tournées en extérieur. On l'espère aussi pour la seconde saison de One Piece. Je vous assure que ce problème de rythme dans la narration, qui nous laisse pas assez respirer dans cet univers, serait plus anecdotique si les épisodes avaient été des petits films. S'ils faisaient plus d'1 heure, bien 1h40 pour les gros EP, je milite pour ça, carrément. En disant ça, mon sel arrive avec le dernier épisode de la série qui a été le seul moment où j'ai été aigri. Vous le savez ou pas, mais la saga Is Blue qui adapte presque 100% cette première saison est un enchaînement de premières histoires qui introduit le cast principal des chapeaux de paille. Donc c'est difficile pour une série de captiver son spectateur, surtout quand on peut pas suivre le rythme plus posé du manga qui crée des petites histoires plus complexes mais avec beaucoup plus d'épisodes. Ils ont fait le parti pris d'utiliser une carte de grande line pour diriger la série, comme MacGuffin, un objet important dans la narration que les personnages vont rechercher et qui peut se trouver finalement anecdotique. Ça pourrait paraître bête, comme s'il n'y avait qu'une seule garde de grande line dans tout Is Blue, mais elle ne sera qu'un prétexte pour les ambitions de ceux qui la cherchent, donc ça fonctionne. Tout va vers Arlong et Nami, thématiquement pour les deux, ce qui est amusant et intéressant narrativement. Cependant, comment on peut expédier un combat aussi rapidement ? Le moment où nos héros sont venus tabasser les gens de Arlong Park n'a duré que 30 minutes. Non effréné, tout l'enjeu narratif de la série s'est terminé avec qu'un peu plus de la moitié du dernier épisode. Ajoutez à ceci tous les problèmes que j'ai donnés qui sont accentués dans cet épisode. Si on regarde les autres doubles épisodes, le double épisode de Nami est plus court et celui de Usopp où certaines critiques disent déjà que le personnage n'a pas pu briller est moins que celui de Sanji où on a enlevé son antagoniste principal et ajouté dans son second épisode Arlong et sa clique. Pour moi, toute l'histoire de Nami, placée comme un final de série, est sous-développée. En vrai, mon sel était fort parce que dans mon premier visionnage, je n'avais pas vu cet épisode et je l'ai vu cette fois en VF de manière vierge, pour la première fois. Ce qui est triste quand tu savais que la série devait à l'origine faire 10 épisodes. Ça me permet de parler de Arlong et de son racisme. Je trouve dommage qu'on perde en subtilité. A l'origine, Arlong dans le manga n'est que pur racisme envers les humains et on n'a presque aucun moyen de savoir que les hommes poissons ont été mis en esclavage. Selon moi, cette version a diminué l'aura qu'il avait car il répète ça à chaque fois qu'il voit un humain. En vrai, ça aurait été pas dérangeant de voir son envie de dominer les humains car ils ont été maltraités avant, en le partageant textuellement que vers la fin du combat Arlong le fit. C'est le moment du combat où les combattants ont littéralement les plaies béantes et métaphoriquement le cœur explosé. Il y a aussi le fait que ces sbires auraient pu le faire à sa place, parce que son équipage paraît anecdotique en ne parlant presque jamais. L'enjeu de cette histoire est Nami. Pour Luffy, c'est de l'avoir en tant que compagnon d'équipage, et pour Arlong en tant qu'outil dans son équipage. Cependant, ce côté Arlong qui déteste l'humanité pour l'esclavage de son peuple paraît omniprésent et monotone dans les épisodes, pour au final que le sujet ne soit pas traité dans cette histoire. Dit ou insinué en fin de combat aurait été un meilleur teasing pour la suite. De plus, un grand dommage aussi de ne pas avoir Octi, qui est un personnage vraiment important pour la suite. Dans la suite de ce dernier épisode, l'élément le plus original de la série, Garp, le grand-père de Luffy, termine son arc, ce qui n'est pas dans le manga à ce moment. Je trouve que c'est un ajout intéressant et nuançant à la marine, que cette fois n'a pas fait Oda et qui rentrerait dans sa vision selon moi. Un de ces ajouts, on ne sait pas. Cette seconde partie est sur la relation Luffy-Garp et l'acceptation du rêve du premier par le dernier. C'est un ajout qui donne le sourire sur le développement, mais qui rend aigri un peu. Pourquoi le faire à Kokoyashi devant tout le monde ? C'est pas lui le grand antagoniste. Ça aurait été meilleur de manière plus intime. Pourquoi l'équipage de Luffy ne s'interpose pas quand il se fait casser la gueule par son grand-père, le vice-amiral qui les attaque depuis plusieurs épisodes? Rien n'indique que Luffy ne souhaite être aidé, ou bien on n'est pas encore au moment où ils ont une totale confiance envers leur capitaine. Il y a encore beaucoup de moments à développer de cette manière. Un épisode plus long mettant cette scène après le développement de Nami aurait été meilleur. Bonus, on va souligner que le maquillage des hommes poissons est très moche. On salue l'envie d'effets pratiques et une envie de réalisme, mais je pense qu'ils peuvent faire un compromis plus agréable à l'œil. J'ai peur pour Jinbe, à l'aide. Bien que j'ai pu avoir l'air salé uniquement parce que j'ai vu des meilleures séries et aime profondément One Piece, je trouve que c'est une bonne adaptation. Ce n'est pas une grande série, mais elle reste bonne et surtout une bonne introduction à l'univers. Je mettrai un petit 7 à la saison. Maintenant, venons-en au fait. Parlons de la seconde saison de la série live action One Piece.
Alors j'ai beaucoup parlé, mais on entre enfin dans le gros de cette vidéo. Je vous le redis, mais le tournage de la seconde saison a commencé il n'y a pas si longtemps, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment d'image à montrer. C'est plus le cas car on a eu tout récemment un teaser, mais voyons ça plus tard. Néanmoins, la com a repris et nous partage toujours des choses, comme la présumée fin du tournage de la saison et du casting de personnages. La prise de parole la plus récente d'Oda est un message du 20 août, comme je l'ai dit, qui nous a partagé du lourd. Mais avant celui-ci, on nous a partagé 4 membres de l'équipage du Baroque Works, tels que Mr. 9, Mr. 5, Miss Valentine et Mr. 3. 全てはクジラのために。フリーズブレスオン。5キロ、10キロ、100キロ、1000キロ。どれ一つ加勢してやろうかね。 On se rappelle que la production suit toujours la volonté de trouver des acteurs encore peu expérimentés ou de niche. Aucun d'eux n'a de fiche Wikipédia, mais Allociné, si, attention. Sauf un pour l'instant. David Dastmalchian est un acteur qui n'est pas un des plus connus du grand public, mais vous l'avez déjà vu. La série s'offre un acteur ayant joué dans Prisoner et Dune de Denis Villeneuve, Oppenheimer de Christopher Nolan et dans The Suicide Squad de James Gunn, pour ses projets les plus populaires. Intéressant, intéressant. Ensuite nous avons Crocus, Dory et Brookie. Et finalement, c'est Smoker, Tashiki, Wapol et Dalton que l'on nous a partagé. Tu veux bien t'amuser un peu avec nous? Après, on amènera ta carcasse à ton patron avant de le découper en fines rondelles, promis. Très bien, c'est d'accord, mais je vous aurais prévenu. Fun fact avec Julia Rewald, nous retrouvons une actrice des Fear Street après Emily Wood avec cette nouvelle Tashigi. De ce que l'on avait à ce moment, la production cherchait en même temps une Vivi et une Nico Robin, qui seront deux personnages plus intrigants dans cette seconde saison que les précédents. Et l'une d'elles a trouvé son actrice tout récemment. L'actrice Charitra Chadran interprétera le rôle de Vivi, alias Miss Wednesday. Peu connue, mais vous pourriez la reconnaître de la saison 2 de la chronique des Bridgerton. いいかミス・ウェンズデー。バカバカしくて。そういう物騒なもの。 On nous annonce aussi l'acteur du roi d'Alabasta, Cobra, qui sera joué par Sendil Ramamurti. Et pour finir le point acteur, la célèbre actrice Jamie Curtis étant fan de One Piece, ayant joué dans ses œuvres, a déclaré en 2022 vouloir jouer le Dr Kurea que l'on verra dans cette saison. Cependant, à cause d'un conflit de planning, on nous a annoncé qu'elle ne pourrait pas jouer le rôle. Elle lui ressemble tellement, mais l'actrice qui a été choisie à sa place encore plus, Katie Sagal. On ajoute à ça son collègue favori, le Dr Ilu, qui sera interprété par Mark Arelik. Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Voilà tout ce que l'on sait du nouveau casting de cette saison 2. Et il manque encore plein de personnages que l'on verra peut-être que à la sortie de la saison, mais sachez que ces 5-là feront réagir. Update, nous avons pu voir Robin en live action, je valide. L'acteur pour le mystérieux Mr. Zero et Tony Chopper, l'une des plus grandes peurs des fans pour la saison. Je valide les deux pour l'instant. On nous a aussi donné le teaser de la seconde saison le 10 août 2025. Pour l'instant, ça s'annonce bien. On ressent moins le côté faux décor avec plus de naturel. On revoit nos Mugiwara, mais surtout certains nouveaux personnages, comme un géant et des antagonistes comme Smoker entre autres. Nous aurons probablement de nouvelles images et castings lors de l'événement Netflix du nom de Geeked Week qui commence le 16 novembre, s'il n'est pas déjà passé. Maintenant réfléchissons à comment commence cette saison 2. Je vous ai dit que la série live action a battu un record, mais la vérité est que la première saison n'a pas si bien fonctionné que ça. Elle s'est bien immiscée dans les tops d'un très grand nombre de pays avec 18 millions de vues, au démarrage, une semaine. Elle est loin des séries phares de Netflix comme Dahmer avec ses 25 millions de vues au démarrage, et encore plus loin de Mercredi qui a cumulé 49 millions de vues. Ce qui veut dire que la campagne marketing de la série n'a pas réussi à attirer tant de gens que l'on peut croire. Les réticents attendaient les premiers avis, peut-être, tout comme Netflix pour annoncer la série. Heureusement, le bouche à oreille a fonctionné, la série a réussi à tenir la route et a atteint en 3 semaines les 47,8 millions de vues.
Et c'est 2 semaines après la sortie de la série que Oda nous annonce que la série live action est renouvelée pour une seconde saison. Rentrons dans le fond, et avant même de parler des prochaines histoires qui illustreront la seconde saison, elle est déjà censée corriger un problème de la première. Je vous ai dit plus tôt que la série devait à l'origine avoir 10 épisodes, et n'en a finalement eu que 8. C'est une question qui donne matière à réflexion. Est-ce que la première saison a souffert de la perte de 2 épisodes? Selon moi, oui. On ressent que plus de temps aurait amélioré cette première saison. Et nous avons la réponse. Steven Maeda nous le dit. Oui, le plus gros regret pour moi est que nous n'avons pas pu faire l'arc Lockdown pour la saison 1. Et nous n'avions pas le budget ni le temps à l'écran nécessaire. Nous ne pouvions pas nous permettre de l'inclure dans les 8 premiers épisodes, cela aurait fait brouillon. One Piece commence à Lockdown avec l'exécution de Gold Roger. Il fallait terminer sur Lockdown, mais c'est impossible. C'est donc un énorme regret pour sûr. Quand on voit une frise des arcs de One Piece qui se divise en une grande saga comportant des plus petits arcs, la première saga Case Blue a été amputée de l'arc Lockdown. Elle est la dernière île de l'océan le plus faible de tout l'univers de One Piece. Ce problème paraît anecdotique quand on ne connaît pas l'œuvre, mais Maeda le dit lui-même, leur problème est le budget. Ce qui est compréhensible quand on sait que pour les 8 épisodes, Netflix a déboursé 144 millions de dollars, soit 18 millions par épisode. À titre de comparaison, les séries connues comme étant très chères sont Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux du Pouvoir avec approximativement 58 millions par épisode, la saison 4 de Stranger Things avec 30 millions et WandaVision avec 25 millions. Pourtant, la différence entre ces séries et One Piece est qu'elles sont pour la première et la dernière des séries dérivées d'univers qui ont déjà fait leurs preuves pour le format live action, et pour Stranger Things être l'une des dernières saisons d'une série phénomène. On pourrait se dire que One Piece est le manga le plus vendu du monde, donc c'est rabaissant d'avoir si peu, mais le problème est que la série est l'adaptation d'un manga. Les adaptations live action de manga ne sont pas les plus rentables et les plus critiquées positivement. Après la fin du monument qu'est la série Game of Thrones, pour le petit écran, les plateformes de streaming s'empressent de trouver la série adaptée qui sera un phénomène, comme Amazon avec Le Seigneur des Anneaux ou HBO avec The Last of Us. Cependant, toutes les plateformes dépensent de manière pharaonique. Leurs nouveaux programmes maintenant sont connus comme des séries étant plus chères que la dernière saison de Game of Thrones avec ses 15 millions de dollars. En se mettant à la place de Netflix, la plateforme doit douter. Elle voit que les chiffres de la série One Piece ne sont pas si hauts dans son catalogue de phénomènes. Elle n'est pas si universelle. Surtout, quand une entreprise adapte une œuvre non audiovisuelle en une œuvre qui l'est, elle se rassure en sachant que la majorité des fans de l'œuvre originale essaieront et qu'un nouveau public plus large la découvrira. La première saison du live action One Piece n'a pas réussi à plaire autant que l'on penserait. Il y a une réticence à voir l'œuvre qui est présente. C'est le fait que c'est un manga, c'est le fait que la série paraisse mauvaise, tant de questions qu'on pourrait se poser. Néanmoins, c'est déjà un exploit que la majorité des gens qui ont vu la série la trouvent bonne. Parfaite, non, mais satisfaisante, oui. Cette première saison a réussi à se faire une base solide d'anciens fans et de nouveaux fans qui veulent continuer l'aventure. C'est ce que espère selon moi Netflix, que la série prouve sa qualité avec une seconde saison qui dépassera la première en fédérant plus. Donc revenons à ce qui va se passer dans cette seconde saison. On a parlé de l'arc Lockdown qui ouvrira le bal de cette nouvelle saison, mais le véritable arc narratif que nous attendons est la saga Alabasta. C'est une saga un peu plus longue que celle d'East Blue avec 116 chapitres et 68 épisodes. Et si on ajoute Lockdown, on arrive à 120 chapitres à adapter. Cette nouvelle saga se divise en 5 arcs. Rivers Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, le Royaume de Drum et finalement Alabasta. On était pile dans le mille pour avoir des arcs qui feraient tous 2 épisodes, faisant une saison de 10 épisodes. Problème, Lockdown. Certains arcs ne sont que des transitions entre 2 grosses sagas. Les 2 ne font que 13 chapitres dans les 116 que sont la saga, ou 7 épisodes dans l'anime. On peut y ajouter les 4 petits chapitres de Lockdown qui ont été adaptés en 5 épisodes dans l'anime. Nouveau problème, ou pas, Lockdown. Si on analyse les paroles du showrunner Steven Maeda, c'est ces 2 épisodes perdus qui auraient pu nous montrer l'arc. Dommage. Comme dans l'anime, on aurait pris plus de temps dans cette ville. Plutôt logique, vu l'impact qu'a cette île sur le monde de One Piece. Là où le roi des pirates est mort, là où celui qui narre l'histoire a marqué la grande histoire. Si je mettais mon grain de sel là-dedans, de manière moins robotique et plus proportionnelle, l'arc Arlong, le dernier du live, aurait fait 3 épisodes, et puis Lockdown et tous les ajouts de la série en un dernier épisode. Quel plaisir si ça avait été le cas. Maintenant, si l'on pouvait faire un plan de la seconde saison. C'est 2 plans dont je vais parler, un avant message de Oda et le second après son message. Nous savons heureusement que la saison 2 n'adapte pas l'arc Alabasta, le dernier arc de la saga. Et vous allez comprendre pourquoi c'est une bonne chose. Le dernier épisode sera Lockdown car, comme je l'ai dit, nous avons le titre de son premier épisode qui confirme qu'il se concentre sur cet arc. Il pourrait se terminer sur le début de l'arc Rivers Mountain, qui commence réellement la saga Alabasta.
ce serait un avant-goût des mers de Grand Line que ce que l'on connu les chapeaux de paille. Pourtant les scénaristes, eux, auront plus de chance cette fois, car la saga Alabasta, à contrario de la précédente, est une seule grande histoire, entre guillemets. L'une des peurs des fans était le grand nombre d'histoires que contenait East Blue qui n'était pas relié par un fil rouge. Cette fois, Alabasta permet d'avoir un fil narratif, avec les manigances d'un groupe de pirates style mafieux nommé Baroqueworks. Si vous avez vu la première saison, j'espère que oui, vu où on est, le Baroqueworks a déjà fait son entrée avec lui. Oui, dès l'introduction de Zoro, nous avons aussi celle de ce groupe malfaisant. Fun fact, pour ceux qui l'ont oublié ou ne le savent pas, Mr. Nine est un personnage qui n'est jamais apparu dans le manga. En revanche, il a bien été créé par Oda dans un courrier de lecteur, un SBS, quand on lui a demandé à quoi le personnage ressemblait. Un nouveau point positif, le live montre aussi aux fans ce qu'ils n'avaient jamais vu. Mais bon, revenons au second épisode qui devrait terminer l'arc Reverse Mountain en incluant l'arc Whiskey Peak, ensuite épisode 3 et 4 pour Little Garden, et 5 et 6 pour le royaume de Drum. Le problème de ce plan, et celui que j'avais avant que ça arrive, il ne reste plus que 2 épisodes, et plus que le dernier arc, l'arc Alabasta. Il y a un problème? Cet arc fait 62 chapitres, donc sur 120, Lockdown inclus. C'est la moitié de la saga. Aïe. Ce qui est 2 fois plus long que les arcs Arlong Park et Baratie, et même en les collant, ce nouvel arc est plus long. Dans le live action, ces 2 arcs ont été faits en 4 épisodes. L'on ne peut pas avoir si l'on garde un rythme de 8 épisodes. S'il vous plaît, pas 8 épisodes. 10, oui. On ne les aura pas. C'est la meilleure chose à faire, s'il vous plaît. Cela permettrait de donner à cet arc plus long, plus de temps et un rythme pas trop rushé. Cet arc est plutôt majeur car c'est la première fois où Oda nous montre sa formule, ou la trouve à voir. Ou des gros arcs avec différents points de vue et une multitude d'histoires qui s'entremêlent à la fin. Ajoutez à ça sa patte worldbuilding où on nous pose un grand territoire avec une grande histoire que l'on va décortiquer et découvrir en plusieurs phases, puis déconstruire le problème donné à nos chapeaux de paille et tabasser un grand méchant dirigeant à la fin. Chaque saga se construit avec des petits arcs qui installent petit à petit une grande thématique de l'arc. Ce dernier arc va conclure de manière plus ambitieuse et grandiloquente les événements de la saga, suivi d'un petit arc post-événement de dernier arc nous montrant ce qui va se passer dans le monde de One Piece. Heureusement, nous savons maintenant que cet arc ne sera pas dans la seconde saison. Une saison 3 que pour lui? Ça nous fait souffler et permet de faire respirer chaque histoire qui la compose, car l'histoire d'Alabasta fait la moitié de toute la saga. Alors voilà ma seconde version de ce plan. Les 2 premiers épisodes pour Lockdown, car l'anime l'a compris mais il vaut mieux prendre son temps. Ensuite Reverse Mountain en épisode 3, 4 pour Whiskey Peak, puis 5 et 6 pour Little Garden et finalement 7 et 8 pour Drum. L'univers de Eiichiro Oda se veut grand, se veut aventurier et se veut réfléchi. Donc avoir enlevé l'arc Alabasta est la preuve d'un meilleur respect pour l'œuvre car il faut avoir beaucoup d'ambition pour l'adapter. La saga East Blue n'était que l'apéritif de l'univers, uniquement constitué de petits arcs. L'œuvre est-elle trop grande pour une plateforme? C'est le sujet de notre vidéo, mais voyons quels seraient les obstacles que va trouver la série. Prenons-nous déjà une claque. Netflix pourrait perdre espoir à cause d'une autre de ces séries. Cette fameuse série est sortie au début de l'année, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Quand on lit les articles autour de la série, elle serait la prochaine grosse série adaptée qui deviendra un pilier de la plateforme. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une série animée de la chaîne télévisée Nickelodeon qui s'est hissée comme l'une des plus connues de celle-ci entre 2005 et 2008. Pour ceux qui l'ont vue, on est d'accord qu'elle est super quali. C'est l'une de mes séries animées préférées, et merci à l'univers de continuer. Après la sortie de ce nouveau live action, on a pu voir qu'elle a fait plus de 21,2 millions de vues en 4 jours. Si on compare, on voit que le nouveau live action a été plus visionné que la série One Piece avec sa première semaine de sortie. C'est ensuite qu'elle sera renouvelée par Netflix avec 2 épisodes. Une nouvelle surprenante mais qui ravit les personnes ayant apprécié la série. N'étant pas mon cas, le pourquoi du comment est en majorité dans ces longues vidéos très pertinentes du Trooper. Après qu'on nous annonce que la série a fait un meilleur démarrage que One Piece Live, ce renouvellement de 3 saisons à contrario de la seconde saison de One Piece Live et l'insistance des médias à comparer les deux peut donner un indice sur l'espoir de Netflix. L'annonce de la 3e saison de One Piece Live n'ajoute pas grand chose à la question car techniquement, comme je l'ai déjà dit, c'est la seconde partie narrative de la seconde saison. Cependant, selon certains, ce choix de 2 saisons est dû au vieillissement des acteurs qui pourrait casser la cohérence d'âge de la majorité du cast adolescent qu'a la série, ce qui est récurrent dans l'industrie quand ils voient loin. On dira aussi que la série Avatar gardera le même budget que la première et que son vrai gros problème est de ne pas avoir les retours des fans entre chaque saison. Elle est perdue. Quand on parle de retour,
des critiques ou du public, croyons au live action One Piece car en voyant les sites et applications, on observe que la série live Avatar a toujours des notes en dessous du live One Piece, ce qui signifie que cette dernière a été mieux accueillie par le public que la première. Le démarrage ne fait pas tout, il le sait bien lui, espérons que l'accueil penche plus dans la balance. Cependant, 2 saisons pour une seule saga rouvre en plus la question de la lassitude des acteurs. Cependant, dans n'importe quelle œuvre, le budget de celle-ci est l'un des plus grands obstacles de la production. On a dit que la série n'avait pas un budget si grand par rapport à d'autres, mais rien n'est perdu. Mais on le sait, un budget bien investi peut donner de plus grandes choses que des œuvres avec un plus grand budget. Comme par exemple avec la série House of Dragon qui claque plus que le live action One Piece, bien que les difficultés d'adaptation sont différentes. Espérons que les chefs créatifs auront compris les défauts que le public partage et que le budget ou leur choix améliore la série. Ce qui est l'un des enjeux cruciaux de cette seconde saison avec son budget et les effets spéciaux. Je l'ai déjà dit, mais la saga Is Blue que suit la première saison n'est qu'une entrée. Rien n'a vraiment été montré dans cette première saison. Si nous avions eu peur du côté homme caoutchouc de Monkey D. Luffy, les fans ont maintenant peur de ce petit bonhomme. Tony Chopper, un personnage de l'œuvre que l'on découvrira dans la nouvelle saison et qui ressemble tout le temps à ça. Un renne, oui. Une CGI qui sera omniprésente et qui devra obligatoirement plaire en vue de son temps d'écran, s'il vous plaît. Sinon, nous avons un effet pratique qui serait mal placé sous cette forme, selon moi. Chopper, come out! Hi, Tadum. My name is Tony Chopper, and I'm sorry I can't be there in person, but... Oh, I'm supposed to tell you about One Piece Season 2. Help! Someone call a doctor! Update, comme j'ai déjà dit, on a vu Chopper et en vrai pourquoi pas. Mais nous verrons bien s'il s'incruste bien avec les autres acteurs. En regardant cette première saison, on remarque que la série prend le choix de l'effet pratique au lieu de CGI. Il manque de budget, mais cette fois ils n'ont pas le choix. Plus l'histoire avance, plus les personnages avec des pouvoirs seront légion et seront bizarres. Simplement, nous verrons des hommes fumés, feu ou sable, ce qui n'est pas une première pour l'industrie, mais aussi des hommes crottes de nez explosives, un homme mange tout, ou bien un homme bison. Donc le casting de pouvoirs sera bien plus large et complexe. Le budget augmentera s'il y a un succès. Cette seconde saison sera-t-elle meilleure que la première? On l'espère. J'ai alors donné tout le cheminement de la première saison jusqu'à ce que pourrait être la seconde saison de la série live action One Piece. Cette dernière, comme j'ai pu le dire, aura la chance d'avoir une histoire. Cependant, se heurte, comme dit, à une histoire plus grande et plus complexe pour la production. Nous avons la chance pour les fans d'avoir une première saison qualitative et en un mot, satisfaisante. Par rapport au live action Avatar le dernier maître de l'air de Netflix, cette série live est selon moi une bonne première porte pour entrer dans l'univers du manga. Dans les précédentes parties de la vidéo et l'avis commun, on a pu voir que le défaut de la première saison est son rythme un peu trop effréné qui ne prend pas le temps de nous faire goûter à son aventure. Pour cette nouvelle saison et pour qu'elle tienne la route, ils doivent prendre leur temps. Le budget pourrait être un frein, mais selon moi, c'est la seule manière de faire une meilleure saison. Embrasser l'aventure, la découverte minutieuse des lieux et complexité de la narration de Oda avec son grand nombre de points de vue. Même si on n'a pas nos 10 épisodes, on peut croiser le doigt pour avoir des épisodes qui durent plus d'1 heure. Un EP par semaine, STP Netflix. A l'inverse des maquillages des hommes poissons, les costumes et décors sont trop parfaits et lisses. Un peu de crasse à la Pirate des Caraïbes ne ferait pas de mal. Cependant, on continue à croire à leur cheminement et ajout. Les primes qui flottent s'il vous plaît. Des moments originaux plus poussés sur le développement de personnages, des acteurs toujours en phase avec leurs personnages et du foreshadowing de légende. Bien qu'on veuille pouvoir installer des choses en avance, attention à ne pas trop voir dans le futur et endommager le présent. Elle peut être une grande série, mais peut-être un peu trop grande. Mais bon, la majorité des problèmes que j'ai dit peuvent être changés dans la prochaine saison. One Piece est une œuvre qui peut parler à tout le monde, où le mot d'ordre est la bonne rigolade. Plutôt que pleurer à cause de l'œuvre, rions avec elle. On a parlé de One Piece et son live action, on y croit ici, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qui n'est pas si courte que j'ai dit, mais c'est pas grave, elle devrait sortir avant le Geeky Week du 16 septembre, j'espère, avant toutes les grosses annonces. Pas du tout, désolé mec. Niveau format, c'est quand même plus court et plus informatif que la première, mais j'espère que ça vous plaît autant, plus court, plus léger. Enfin, presque. Cependant, les grosses arriveront toujours, et encore un grand merci pour les retours de la première. Je crois en l'aventure de cette chaîne. On parlera encore de manière légère d'un de ces deux-là. J'en ai pas parlé pour rien, haha. Alors continuez à suivre mes aventures YouTube ou grimpez sur le navire en vous abonnant. Merci d'avance pour le like et le partage. N'oubliez pas qu'il y a toujours une nouvelle histoire qui va vous faire voyager. Manque plus qu'à la trouver.